Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Maïchak, je suis leader technique au sein de Baloise Luxembourg et également fondateur du MTG Luxembourg. Aujourd'hui, je vais vraiment vous présenter tout ce qui est amélioration de performance en ASP.NET 8. Je vais pu rebaptiser la session .NET 8, est-ce que c'est l'avènement vraiment de l'AOT? On va découvrir un petit peu tout ça ensemble, notamment si vous avez regardé un petit peu les vidéos de la .NET Conf, vous avez sans doute déjà entendu parler de tout ce qui était de l'AOT, des améliorations de performance. Ici, on va vraiment tenter d'aller plus loin en ce qui concerne l'AOT. Alors, pourquoi je vous parle de l'ahead of time? Pourquoi? C'est tout simplement compiler code C# en du code natif. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que vous n'avez pas besoin de runtime nécessaire à l'exécution en fait, de votre code. Vous avez par conséquent des meilleurs temps de démarrage et également une utilisation moindre de la mémoire. Mais ça vient avec certaines contraintes. C'est que vous ne pouvez pas faire de chargement d'assembly dynamique, donc vous oubliez l'assembly.load. Également, vous n'avez pas de génération de code runtime possible, donc pas d'émission d'IL. Ça a quand même quelques impacts. Parce que j'ai présenté, en fait, et lorsque j'ai préparé cette session, je me suis quand même posé des questions, j'ai quand même regardé un petit peu sous le capot comment fonctionnait ASP.NET, et on se rend compte que sur certaines librairies, on a quand même pas mal de choses en fait, qui sont relatives à de la réflexion, qui sont utilisées directement en ASP.NET Core. On va voir un petit peu comment on va pouvoir contourner tout ça et comment on va pouvoir faire tourner une application, comment est-ce qu'on va pouvoir compiler une application en AOT. Donc, première chose, un premier axe que je souhaite vous présenter, c'est la partie source génération. J'ai gardé la terminologie anglaise pour que vous puissiez rechercher en fait sur Google pour que ce soit plus simple. Je n'ai pas voulu traduire en fait quoi que ce soit au niveau de la terminologie. Donc là aussi, plusieurs axes. On va commencer avec la partie system text JSON, qui est déjà disponible depuis .NET 6. La partie configuration binding, qui elle est disponible depuis .NET 8. Et EF Core, on le mettra un petit peu de côté, on le verra un petit peu tout tard avec tout ce qui est compiled models. On va arrêter là pour les slides et on va directement passer en fait sur Visual Studio pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau du code. Vous avez ici une API en fait qui est disponible sur un cloud, que j'utilise pour un site web en fait qui tourne depuis déjà des années. Et je suis vraiment en train de refactoriser en fait ce site web, en train de transformer un site web qui est en ASP.NET Web Forms et transformer tout ça avec des Web API, avec du Blazor. Vous avez donc une API ici qui est encore en .NET 7 et on va faire la conversion ensemble durant cette session en .NET 8. Donc, on va déjà commencer par builder notre code et on va voir un petit peu ce qui se passe en décompilant la DLL, en fait, en décompilant vraiment la DLL en fait de mon projet, de mon API. Donc, je vais aller la chercher sur mon système de fichiers. Donc, LTG, on l'a compilé ici dans le bin debug. C'est pas grave si c'est trop petit, on va regarder, on va zoomer un petit peu et je vais vous montrer vraiment ce qui est intéressant. Donc, en regardant un petit peu et en décompilant avec .pic, en fait, on ne voit rien de spécial. Au niveau de mon code, j'arrive à décompiler en fait mon code et on retrouve le code que je vous ai affiché tout à l'heure sur Visual Studio. Donc, rien à signaler de ce côté. Par contre, system.text.json utilise énormément de réflexion et au moment de sérialiser, désérialiser, vous avez justement de l'exécution, enfin de la génération de code au runtime. Comment est-ce qu'on va au-delà? Comment est-ce qu'on s'affranchit vraiment de cette génération de code? Tout simplement en rajoutant ici, je vais décommenter les lignes ici, en rajoutant en fait un JSON serializer context. Ce JSON serializer context, qu'est-ce qu'il va vous faire? C'est qu'il va vous rajouter des métadonnées qui vont vous permettre de désérialiser et de serialiser directement vos classes qui sont ici renseignées via un attribut JSON serialisable. Tout va être compilé, donc il n'y aura plus d'exécution de code en fait et plus de génération de code au runtime. Donc on va compiler tout ceci, on va regarder un petit peu ce qui a été généré par le compilateur pour nous. Ça devrait être relativement rapide. Voilà, ça a été compilé. On va attendre un petit peu que ça se recharge ici au niveau de .pic. Et voilà, on a un serializer contexte en fait qui a fait son apparition ici et dans lequel vous retrouvez en fait toutes les métadonnées qui vous permettent de serialiser et désérialiser en fait vos différents objets. Donc ça vous évite et ça permet vraiment on va dire c'est le premier step pour tout ce qui est compilation en AOT. C'est un passage obligatoire que vous devrez faire. Donc je vous le disais, là j'ai un projet en .NET 7, on va convertir tout ça en .NET 8 et voir l'impact que ça peut avoir. Je ne vous cache pas que le add context ici, il va un petit peu changer, mais le compilateur va nous aider à changer tout ça. Donc on va simplement ici déjà convertir le projet en .NET 8. Donc je remplace simplement en fait dans mes CS Pro, je vais faire ça rapidement. J'ai fait les tests au préalable. Globalement, il n'y a pas de gros soucis en fait. On va
Pour compiler tout ça, on va mettre à jour rapidement nos packages nuggets. Donc ici, ça devrait builder sans souci. Allez, une petite seconde, c'est parfait. Normalement, ça devrait passer. Nickel. On va juste remettre à jour les différents packages nuggets. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose à mettre à jour. Il y a un peu d'Entity Framework et il y a un peu de voilà, le driver SQL. On va mettre tout ça à jour. Je vais rapidement parce qu'il n'y a vraiment pas vraiment d'impact, si ce n'est ici. En fait. Donc, je vous disais, il faut remplacer en fait ici cet tas de contexte. Dans les warnings en fait, en sortie de compilation, tout m'a été indiqué. Donc, ici, c'est type info resolver chain. On va faire un insert 0 new. Voilà. Donc là, j'ai exactement le même comportement et on a fait en sorte en fait d'avoir donc on a un projet en .NET 8 et on a de la génération de code en fait pour tout ce qui est sérialisation et désérialisation en JSON. Donc ça, c'est le premier step. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est tous ces ici. Vous avez un compte figure. En fait, vous avez un compte figure sur toutes vos classes en fait qui concernent l'app settings. Ça, c'est pareil, en fait, ce compte figure ici, la partie bind, ou bien même la partie get, en fait, qui vous permet de récupérer des informations de votre app settings, là, ça fonctionne avec la réflexion. Donc, c'est pareil, ça ne fonctionnera pas en AOT. Et pour ceci, donc, ça, c'est arrivé en .NET 8, il faut éditer votre CSproj, et vous avez un attribut à rajouter qui est enable configuration binding generator. Alors, il n'y a pas d'autocomplétion. J'imagine qu'ils le rajouteront au fur et à mesure des mises à jour de Visual Studio. Et grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir bénéficier en fait de la génération de code pour vos différentes méthodes, récupérant les différentes informations de votre fichier de configuration. Voilà, donc ça c'était vraiment pour l'aspect source génération. Vous avez vraiment ces différents points. On a réglé ces différents points. Ça c'est le premier step. Le deuxième step, on va rapidement repasser sur les slides. Ici, c'est la partie trimming en fait. Donc c'est aussi un concept qui est utilisé en fait lorsque vous allez compiler en AOT. Il faut savoir que c'est supporté déjà depuis .NET 6, ça existe déjà, et que c'est uniquement disponible pour les projets en self-contained. Ici, pas de gros soucis en fait, il n'y a pas de c'est vraiment pas compliqué à mettre en œuvre. Il suffit de rajouter en fait cette ligne dans votre CSproj et vous allez pouvoir faire en sorte en fait que vos assemblées soient justement réduites de par une analyse statique de code. En fait, donc il va vraiment analyser en fait le code qui est appelé et réduire la taille de vos assemblées en conséquence. Donc ici, je vais aller sur mon terminal et on va faire un .NET publish en fait. Moi, c'est release. Et regarder un petit peu la taille de notre projet pour cette API. Ça va prendre un tout petit peu, ça va juste prendre un tout petit peu de temps. Ça devrait être relativement rapide. Ça va me permettre de vous montrer voilà, quelle est la différence entre un projet en .NET 7 et quelle est la différence entre un projet en .NET 8 avec cette partie trimmed activée. Donc jusqu'ici, en fait, dans la console, il n'y a rien de particulier. En fait, ce qu'on voit ici, c'est optimisation des assemblées pour la taille. Ça, c'est la petite nouveauté. Dès que vous rajoutez un publish trimmed, en fait, c'est ce qui va se passer. Il y a un petit temps en fait, qui va être nécessaire pour justement réduire la taille de vos différentes assemblées. Vous allez voir apparaître également un certain nombre de lignes en jaune dès que le compilateur aura fini. Ben voilà, elles sont ici. Ça peut déjà vous indiquer que potentiellement, on va avoir des soucis lors de la compilation en AOT. Avec certains composants, donc ici vous avez, comme j'ai référencé Microsoft Data SQL Client, il y a énormément de choses, en fait, il y a énormément de dépendances, notamment la partie Azure Identity, Azure Core, vous avez des petits warnings qui sont utilisés. Dans mon projet, je me connecte sur une DB effectivement sur Azure, donc une DB SQL Server, mais c'est avec un login mot de passe, donc je ne suis pas vraiment impacté. J'ai fait l'ensemble des tests, je ne suis pas impacté, mais je vous invite quand même à être très vigilant lorsque vous utilisez cette propriété en fait directement dans vos CSproj, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe. On va regarder ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment la taille en fait justement des différents binaires qui ont été produits. Donc dans la partie release.NET 8, on va regarder la taille en fait de mon répertoire publish ici. J'ai d'autres options, propriété. On est à 36 mégas en fait, et pour un projet, donc j'ai préparé tout ça en avance, pour un projet .NET 7, on était plutôt, il me semble de mémoire, à plus de 100 mégas. Donc vous voyez déjà qu'il y a une petite optimisation qui est possible en fait au niveau des assemblées. Alors, on a lancé la compilation, on a fait ce qui était nécessaire, on va quand même vérifier que c'est fonctionnel, que tout ça est fonctionnel. Donc je vais lancer ici mon exe. Je vais lancer mon petit projet.
Et vous allez voir qu'on va avoir une petite surprise, en fait. Donc, le projet ici tourne, il est fonctionnel. On va relancer le navigateur. Et là, vous allez voir que je vais avoir une erreur 500 en fait, qui va se produire. Pourquoi? Tiens, je n'ai pas d'erreur 500, l'effet démo sans doute. C'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est sans doute parce que j'ai laissé en fait l'enable configuration binding generator ici, qui est vraiment nécessaire. Mais vous voyez que c'est globalement que c'est fonctionnel et que bah, du coup, on peut bénéficier en fait du publish stream déjà en .NET 8 sans aller sur de l'AOT. Donc, ça permet déjà de réduire en fait la taille de vos binaires. On va aller un cran plus loin maintenant. On va aller un cran plus loin, c'est la partie AOT. La partie AOT, c'est vraiment celle qui nous intéresse. Donc, pourquoi je vous ai parlé des deux concepts tout à l'heure, c'est que l'AOT, en fait, va nécessiter la génération de sources, mais également, il va faire pour vous, en fait, la partie réduction d'assemblée. Donc ici, si on va faire de l'AOT, on va remplacer notre publish stream par un publish AOT, et on va recommencer, en fait, la même opération. On va republier et voir un petit peu ce que ça donne. Je vais nettoyer le dossier publish ici au niveau de .NET 8. Voilà, et on va relancer une compilation. Donc là, la compilation est nettement plus longue. Je ne vais pas vous faire attendre. On va lancer quand même cette compilation. Elle va durer 3-4 minutes, en fait. J'ai déjà fait la compilation au préalable pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. J'ai effectivement, donc j'ai le site web qui tourne toujours. On va recommencer, publish release. La compilation va durer 3-4 minutes. Donc j'ai préparé en fait ça pour vous. Je vais vous montrer le résultat ici. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment. Donc, on va juste être affiché en beaucoup plus grand avec de grandes icônes. Voilà le résultat de la compilation en AOT. Qu'est-ce qui vous reste? Tout a été intégré en fait, dans un fichier exe qui fait environ 40-46 mégas. C'est relativement intéressant. Donc, il a fait tout ça pour nous. Donc, on va lancer ici notre site web. Donc, pareil, ça démarre sur le port 5000. Et si je relance en fait mon API, donc j'ai bien une réponse en fait. Donc, je vais tester différentes routes. J'ai bien une réponse en fait. On voit bien que c'est bien fonctionnel. Pardon, c'est pas fonctionnel. Donc, j'ai bien ce qu'il faut à ce niveau-là. Vous voyez que c'est toujours en train de compiler en tâche de fond. J'ai toujours des warnings qui apparaissent, sur lesquels il faudra quand même jeter un petit coup d'œil. Je vais juste attirer votre attention sur quelque chose. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure au niveau des différentes dépendances. En fait, je vous ai dit que mon projet avait une dépendance avec Microsoft.data.sql Client, mais également une dépendance avec Entity Framework. Pour ne pas vous cacher, en fait, si on va dans le code et si on va jouer dans mes classes de service, en fait, je n'utilise pas Entity Framework. J'utilise Microsoft Data.sql Client. Je n'utilise pas Entity Framework. Pourquoi? Parce que Entity Framework, tout simplement, n'est pas fonctionnel avec la partie AOT. J'ai gardé un endpoint, en fait, qui va bien résumer tout ceci. C'est qu'ici, vous avez une erreur 500 en fait, qui se produit quand j'appelle set ce endpoint. On va regarder le résultat en sortie ici. Et vous voyez que j'ai des petites erreurs, j'ai des erreurs qui se produisent en fait en me disant attention, voilà, il me manque des choses, il me manque du code natif ou des métadonnées. Ça peut arriver parce que c'est pas compatible avec le trimming ou bien avec l'AOT. Il y a une possibilité de contourner. Je vous parlais tout à l'heure de la génération de code en fait au niveau d'Entity Framework. Donc j'ai essayé ceci pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. La génération de code Entity Framework, à quoi elle va servir? Elle va tout simplement générer, et je pense que vous l'avez sans doute remarqué, lorsque vous lancez la première fois une requête sur Entity Framework, il y a un temps qui est nécessaire en fait pour que Entity Framework se lance. En fait, il y a un petit temps sur du call start, et vous pouvez réduire à néant quasiment ce temps, notamment si vous avez de gros délais contexte. Donc, comment faire ceci? Sur votre projet, dans votre projet Entity Framework, il suffira simplement de lancer une petite ligne de commande qui va nous permettre de faire tout ceci. Donc, on va retourner ici au niveau de ma console. On va taper .NET EF DB Context Optimize. Moins output dire ici compiled models. Tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser mon DB Context et il va me générer en fait du code source, encore une fois, me permettant justement d'avoir toutes les métadonnées nécessaires en fait et d'éviter cette phase d'analyse lorsque le premier requête Entity Framework va être exécuté dans votre application. Voilà, c'est relativement rapide. Tout ce qu'il vous suffira de faire ici, et ça, c'est une option qui est très utile, pas forcément sur l'AOT, mais déjà, si vous avez de gros DB contexte, je vous conseille de l'utiliser. Ici, lorsque vous configurez votre add DB contexte, vous pouvez lui rajouter ici cette partie-là. Il va réutiliser la génération de code en fait au niveau de vos compile models. En fait. Donc, pour chacun de mes types, en fait, il a généré des choses en fait, et ça va nous permettre de gagner également en performance.
Voilà, donc pareil, pour éviter la compilation, qui est relativement longue en AOT, j'ai prévu en fait et j'ai prévu ici une compilation au préalable. Donc on va relancer en fait ici cette démo. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la sortie. Bon, ça ne fonctionne toujours pas, mais cette fois-ci, j'ai une autre erreur en fait qui apparaît, c'est j'ai un problème sur un single en fait au niveau, des classes internales d'Entity Framework. Alors j'ai creusé un petit peu, j'ai regardé sur GitHub. Au niveau d'Entity Framework 8, ils ne sont pas prêts, pour l'AOT. Il va falloir attendre sans doute Entity Framework 9, Entity Framework 10, donc c'est une limitation. Si vous voulez utiliser, si vous voulez faire de la compilation en AOT avec Entity Framework, ça ne fonctionnera tout simplement pas, n'essayez pas, ou alors convertissez tout en fait, utilisez le driver ADO.NET classique, ou bien même Dapper, hein, donc je parle vraiment de DAPPER, hein, donc pas l'autre projet, c'est également fonctionnel. Il y a un projet qui s'appelle Dapper.aot que vous pouvez tout à fait utiliser, je l'ai testé pour vous, c'est pleinement fonctionnel. Voilà, en termes de limitation, il y a également une autre limitation que je n'ai pas mentionnée, en fait, c'est que tous les projets en MVC ne fonctionnent pas en AOT. Il faut rester, en fait, faire de la minimal PI, faire des gRPC, mais tout ce qui est MVC n'est pas fonctionnel en AOT. La dernière petite chose dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a de nouvelles images Docker, en fait, qui sont disponibles, en fait. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est aussi au niveau de la taille. Au niveau de la taille, en fait, des images Docker, ben, selon les images Docker, il peut y avoir plus ou moins de composants à l'intérieur de celle-ci. Dans le runtime classique, vous avez 92 composants, en fait. Donc, ça veut aussi dire 92 composants qui peuvent être directement impactés par des vulnérabilités. Dans les dernières runtime qui ont été publiés par Microsoft, vous n'avez plus que 7 composants, voire 6 composants si vous faites de l'AOT. Ça réduit globalement le périmètre et ça vous permet surtout voilà, d'être un peu plus serein lorsque vous publiez des images. Par expérience, en fait, nous, du côté de chez Baloise, les différentes images en fait, sont checkées en, fait, en termes de sécurité et si les différents composants ont des failles de sécurité, il faut qu'on les patche. L'équipe sécurité en fait, ne souhaite pas en fait, que nous publions des images avec des failles de sécurité. Donc, je vous conseille vraiment de regarder ces différentes images. Je mettrai à disposition la présentation PowerPoint, en tout cas, dans celle-ci, vous allez pouvoir voir, vous avez différents liens, et notamment un lien vers GitHub ou alors un lien vers la partie DevBlogs de Microsoft, dans lequel il détaille exactement les différents composants qui sont utilisés, ce qui permet de faire tourner en fait, ce qui permet de faire tourner vos applications. J'ai compilé tout ça pour vous et puis on va regarder un petit peu en termes de taille. Alors j'espère que c'est suffisamment grand. Je vais utiliser différentes images. Donc, au niveau d'un projet .NET, on est sur le runtime ASP.NET 7 classique. Donc, j'ai une taille d'image qui est de 227 mégas. Lorsque je compile en AOT et que j'utilise une image qui s'appelle Jammy, tout simplement, celle-ci fait 246 mégas. En utilisant les dernières images, en fait, avec la partie extra, l'extra, ce qu'elle permet de faire en plus, c'est de gérer la culture, en fait, et la time zone. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'image XAML en fait, ne gère pas la time zone, ne gère pas les différentes cultures. La partie extra va le permettre, mais comme vous le voyez ici, c'est encore en iClick. C'est pas encore tout à fait sec, ils n'ont pas encore tout à fait fini en fait de mettre en place de publier ou de mettre en place ces différentes images, mais tout est globalement fonctionnel. Donc en utilisant cette image, on tombe à 176 mégas, ce qui est plutôt intéressant également. Donc, selon la taille de votre application, vous voyez qu'on arrive à optimiser aussi la taille de vos conteneurs, la taille de vos images Docker. Voilà, globalement, je pense qu'on arrive tout au bout, enfin, on arrive tout au bout de cette présentation. J'ai essayé différentes choses. Globalement, je suis plutôt satisfait. En fait, j'ai publié mon conteneur en fait sur un cloud. C'est fonctionnel, ça tourne depuis quelques jours en compilant en AOT, mais il a fallu faire des concessions. Alors, j'étais sur une petite API. C'est pas très gênant en fait de changer en fait, d'utiliser le Microsoft.data.sql client, mais pour utiliser ça en production sur des projets de plus grande envergure, si vous utilisez encore Newton Soft JSON, si vous utilisez du MVC, si vous utilisez Entity Framework, ben l'AOT, ce n'est pas encore pour vous tout de suite. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions en tout cas, mais je suis disponible pour y répondre ou revenir sur certains points si je suis allé un petit peu rapidement au niveau de la présentation. Merci Arnaud. Ouais, moi j'ai deux petites questions. Je sais que c'est assez récent, mais tu as déjà quelque chose en prod avec de l'AOT ou pas?
Non, 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 on est encore en MVC. On est encore en MVC et globalement, voilà, du fait de cette contrainte-là, on a l'Entity Framework ou Manu MVC, donc on ne pourra pas aller sur de la prod avec de l'AOT. Il faudra attendre .NET 9 voire .NET 10, le temps que tout soit bien sec. Il y a de grosses avancées, hein, je trouve qu'il y a de grosses avancées qui ont été faites depuis .NET 6, depuis .NET 7. Là, avec .NET 8, ils ont bien bossé, je trouve. Mais ouais, avant d'utiliser ça en prod, il y a encore, il va falloir patienter un petit peu. Mais Dapper, du coup, il est compatible AOT. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Je vois, moi, j'ai pas mal d'API où finalement ça fait que de la lecture et c'est pas Ouais, des grosses queries. Je pense que c'est pas l'image. mais c'est jouable, hein. Ici, là, Ouais, il y a un package d'Apple, en fait. Alors, je ne sais pas si je partage encore, si je partage encore mon écran. Donc, il y a bien un package d'Apple AOT, en fait, qui est disponible et qui est fonctionnel. Donc, ça, je l'ai testé. Il y a vraiment une explication, en fait, avec le Getting Started. Il vous dit vraiment ce qu'il faut faire, en fait, ce qu'il faut mettre en œuvre. Et c'est pas compliqué. Donc, il faut rajouter un petit attribut, enfin, il rajouter un petit attribut, module d'Apple AOT. Et également, en fait, rajouter un intercepteur en fait, en disant qu'on va utiliser le Dapper AOT, ce qui permettra voilà, de faire en sorte que ce soit vraiment la partie AOT qui soit utilisée et que ça compile comme il faut. C'est fonctionnel, hein. J'ai essayé, j'ai fait un test et globalement, ça marche vraiment plutôt bien. tout qui cool. Ok, cool. Moi, j'ai plus de questions dans le chat, côté J'ai- Discord. Non, côté YouTube non plus, j'ai pas eu de questions en particulier. Donc, pour moi, tout c'est bon, c'est super clair. Oui, clairement, ce que tu disais, j'ai l'impression que c'est un premier jet en fait. C'est-à-dire que du coup, les applications fonctionnent, les applications console vont bien fonctionner, etc., etc. Bon, dès qu'on commence à rajouter du web, c'est un peu plus touchy. Mais pour, Clairement, clairement, il y a pas mal de docs, hein. Je mettrai la présentation, il y a énormément de documentation. Ils invitent vraiment les développeurs à mettre à jour leur package NuGet en indiquant que voilà, ces assemblées-là, ben, elles utilisent de la réflexion, il faut changer tout ça. Je pense qu'il y a quand même un gros gap maintenant. Il y a quand même énormément, en fait, je pense qu'il y aura beaucoup de travail à faire de la part des développeurs, de la part de Microsoft. Voilà, je sens que la prochaine MTS, en fait, en .NET 10, ben, on aura quelque chose qui sera globalement sec, mais là, ouais, moi, mm, ça me paraît encore un petit peu prématuré. Pour faire ouais, des projets perso, ça marche, hein, mais voilà, j'irai- dans le milieu pro, je n'irai pas jusqu'à aller, ou alors sur du petit projet, mais je n'irai pas aller jusque-là. ou des applis from scratch quoi, qui vont vraiment être faites, construites avec ça en focus dès le début, Clairement. et en se disant, je pense En plutôt se aux disant, applis que tu peux comparer, qui existent en Golang actuellement, en Go, qui sont des serveurs qui veulent se lancer, où tu as juste un exe à télécharger, tu le lances et ça fonctionne. Peut-être que ça pourrait être intéressé par de l'AOT, le côté natif, direct, avec des perfs. Mais bon, il faut y ouais, globalement, repenser depuis le début, quoi. ouais, oui. C'est vraiment un jeu d'esprit, hein. C'est se dire, bon, bah voilà, en fait, la partie MVC, je l'oublie, je pars de Minimal API, donc avec les contraintes que ça a aussi, je Mm, mm. pars. Après, j'ai pas tout testé, je suis vraiment sur un mini projet. J'ai pas utilisé Fluent Validation, j'ai Oui, pas utilisé toute la Fluent Assertion, j'ai pas tout utilisé non plus, tu vois, donc. ouais, ouais, je pense qu'il y a pas mal il y a pas mal de déconvenus, je pense, de surprises au fur et à mesure de Il va y en l'utilisation. avoir Tu dis, ah, encore. ça marche Voilà, pas, ah si, oui, c'est pas supporté, ah, ça, au fur et à mesure que tu testes des trucs, mais tu bah, repars de toute vraiment façon, du début, je on pense. voyait bien les différents warnings ici, hein, ce qui est produit, hein, c'est que voilà, sur les différentes assemblées, à un moment, je me suis retrouvé, là, je vois encore du .NET 2.1, en fait, sur Microsoft Identity Client, tu vois, donc Mm, même mm. chez Microsoft, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de la mise à jour à faire du côté des packages Oui, NuGet, hein. ça risque d'être Il y a encore, un long chemin, ouais. bah, c'est entre la migration, en fait, déjà de 4.8 vers la partie .NET, enfin, .NET 7, .NET 8, etc. Enfin, il faut que les développeurs suivent le mouvement, mais bon, Mm, ça va durer un temps certain. oui, oui. Ça- Bon, on savait que, enfin, c'est un truc qui a été du coup, la réflexion était tellement facile à utiliser en .NET depuis toujours. Le fait d'inspecter les types, d'invoquer des méthodes, etc., etc., le dynamisme fait que du coup, bah forcément, ça devient un truc qui se retourne contre toi au moment où on te dit, ah bon, bah faudrait l'enlever en fait. Et sauf que les sources générateurs, ça existe depuis juste une version, donc du coup, C'est ça. il y a beaucoup de choses qui sont basées sur la série de la réflexion La traditionnelle. réflexion, mais quasiment tout ASP.NET, hein. Enfin, on a Oui, Entity Framework, enfin, vraiment tout, hein. Quand tu creuses un petit peu, tu vois qu'il y a énormément de choses. Et puis même moi, à titre perso, en fait, c'est bien tellement sûr. simple en fait, d'utiliser ça en fait, et de mettre ça en place que bon, bah, voilà.
Après, voilà, quand on dit tu n'utilises plus Assembly Load, tu n'utilises plus tout ça, tu te dis mince, alors qu'est-ce que je vais faire? C'est clair. Ok. Bon, bah super. Bah écoute, merci Voilà. beaucoup. Bah, merci. C'était Il y a top. Plaisir. Pink Master qui te dit merci également.